allons parler dans quelques secondes de la question des traitements, mais j'aimerais, avant de vous présenter nos invités, vous rappeler cette formidable exposition donc, sur les 800 ans de la Faculté de médecine de Montpellier. Je pense que vous étiez nombreux dans cette salle ce matin à suivre cette très belle conférence sur ce moment d'histoire. Vous étiez aussi très nombreux, je le sais, derrière vos écrans, mais donc sachez qu'il y a une exposition et ce serait vraiment dommage de quitter l'Opéra Comédie sans la voir. Et donc, je vous propose d'enchaîner sur le prochain débat qui, comme je vous l'ai dit, va porter sur les traitements. Il y a eu beaucoup d'annonces, beaucoup d'espoirs, des espoirs déçus aussi. Donc, il nous paraissait vraiment important de pouvoir faire le point sur où nous en sommes aujourd'hui, quels sont les traitements qui sont validés, qui sont efficaces, est-ce que nous en attendons d'autres? Et donc, pour répondre à toutes ces questions, nous avons le grand plaisir d'accueillir Michel Joly, président de Gilead France, Monsieur Joly que l'on applaudit, ainsi que le professeur Jacques Rennes, qui est chef de service des maladies infectieuses au CHU de Montpellier. Bienvenue à vous. Et pour animer ces échanges, Anne Jean-Blanc, la journaliste santé du Point. Anne, donc où en sommes-nous sur la question des traitements face à la Covid-19? Je ne sais pas. Actuellement, il y a 6 000 essais cliniques chez l'homme enregistrés dans le monde, d'après le chiffre que j'ai lu, et près de 80 en France. Donc ça fait beaucoup d'essais, beaucoup d'espoir, beaucoup de recherches. Mais la première question que je vous pose, professeur Rennes, c'est où en est-on aujourd'hui? Comment traite-t-on cette maladie aujourd'hui en France? Alors, peut-être en préliminaire, il faudrait dire que cette maladie est très particulière, qu'on a appris très rapidement, mais qu'on a vu très rapidement aussi qu'il n'y avait pas seulement la question d'un virus et d'un organisme, mais aussi des complications thrombotiques avec des thromboembolies, évidemment un problème potentiel de détresse respiratoire puisque ce virus attaque les poumons. Et donc, dans les mesures qui ont été prises très rapidement, ça a été effectivement l'oxygénothérapie, dans certains cas la ventilation mécanique, mais aussi le traitement et la prévention des problèmes thrombotiques avec des anticoagulants qui ont permis déjà une amélioration en termes de prise en charge. Et puis après, on s'est aussi très rapidement rendu compte qu'il y avait un phénomène viral, mais aussi qu'il y avait un phénomène réactionnel et un enchaînement inflammatoire, très inflammatoire, qui entraînait effectivement une détérioration souvent pas immédiate, mais secondaire dans le temps, et qui justifiait une approche aussi spécifique. Et donc, schématiquement, dans les thérapeutiques, il y a des thérapeutiques qui visent à bloquer le virus, et il y a des thérapeutiques qui visent à lutter contre cet orage inflammatoire, et parfois à améliorer la réponse immunitaire aussi. Voilà, donc il y a des choses assez différentes. Vous agissez sur pas mal de domaines. C'est la première fois que vous êtes face à un virus qui donne autant de symptômes différents? Dans la complexité, oui, quand même. Donc à ce niveau, alors effectivement, Ebola donne aussi des manifestations diverses. Là aussi, on a appris beaucoup, mais ce qui est particulier aussi à ce virus, c'est que on voit il y a toute une panoplie, pourrait-on dire, de manifestations, mais aussi de formes dans leur gravité. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a à peu près la moitié des infections qui sont asymptomatiques, donc sans aucun symptôme. Et puis après, il y a des formes peu sévères, des formes sévères, des formes très sévères. Et donc, là aussi, dans la stratégie, si vous voulez, de prise en charge, on a des témoins de l'évolution. Et donc, c'est aussi quelque chose qui ressortira dans la thérapeutique, c'est qu'il faut adapter le traitement en fonction du timing et de la gravité de l'infection. Alors, avant de parler du traitement antiviral proprement dit, vous traitez de mieux en mieux les complications. Vous avez baissé, d'après ce que vous m'avez dit, de 30 à 50% le passage des patients en réanimation. Oui. Maintenant, tout le monde entend parler de plein de molécules. Quelles sont les molécules que vous donnez globalement pour qu'on soit très très clair? Oui, alors en pratique, si vous voulez, effectivement, il y a une prévention par rapport à la thrombose, donc quasiment toujours un traitement anticoagulant. Oui. Et puis, il y a la corticothérapie qui a été
la première mesure thérapeutique qui a démontré chez les personnes qui avaient justement cette phase inflammatoire une amélioration de la survie de l'ordre de 30% pour les personnes qui étaient déjà sous oxygène, qui nécessitaient déjà une oxygénothérapie et qui évitaient le passage donc à une forme encore plus grave, nécessitant une ventilation mécanique et aboutissant parfois au décès. Donc c'est déjà une progression très forte, et ce qui montre que cette vision anti-inflammatoire est un point très important. Et actuellement, et peut-être on n'y reviendra pas, mais il y a effectivement différentes molécules qui sont déjà employées dans d'autres pathologies, comme des pathologies rhumatologiques, qui sont des anti-IL1, anti-IL6, et qui sont susceptibles, un peu comme la corticothérapie, de réduire ce phénomène inflammatoire. Alors ça, c'était pour l'environnement, entre guillemets, de la Oui. pathologie. Maintenant, sur le virus lui-même, qu'avez-vous à votre disposition pour combattre cette vraiment sale bête? Alors, actuellement, en médicaments, et M. Joly pourra en parler, c'est le remdesivir qui est la première molécule qui a obtenu une autorisation de mise sur le marché, tant au niveau nord-américain qu'au niveau européen, parce qu'il y a une démonstration d'une efficacité dans certaines situations. Et effectivement, il y a beaucoup de produits qui ont été évalués, qui sont en évaluation, qui seront en évaluation. Et là, peut-être, on pourra apporter peut-être des éléments qui montrent que ce n'est pas très simple Oui. en évaluation, parce qu'on est dans un timing et une stratification un peu particulière. Oui. Alors, avant de parler d'évaluation, on va parler de cette molécule qui donc émane de votre laboratoire, qui est une molécule recyclée, entre guillemets, puisque c'est un traitement que vous aviez mis au point pour lutter contre Ebola. Vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Oui, peut-être vous dire aussi le temps dans lequel on se situe, qui Bien est sûr. simplement hors norme. Quand on regarde finalement deux dates, le 9 janvier, identification du coupable, j'allais dire du virus, et le 3 juillet, première autorisation européenne d'un médicament contre le Covid-19, la Covid-19. Il y a 175 jours entre ces deux dates. C'est hallucinant comme délai. Oui, parce que d'habitude, pour les médicaments, on ne parle même pas en mois, on parle en années. Et là, on est en jours. Et effectivement, c'est parce qu'on a... Alors d'abord, vous dire qui nous sommes peut-être. Oui, bien sûr, on va bien commencer sûr. par ça. Gilead est un laboratoire qui a un peu plus d'une trentaine d'années et qui s'est d'abord développé justement en cherchant des médicaments contre les virus. Alors le premier d'entre eux, j'allais dire le VIH, le virus du sida. Donc nous sommes devenus les acteurs, on va dire, numéro un après une vingtaine d'années. D'ailleurs dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud, c'est très important aussi. Ensuite contre l'hépatite B, ensuite pareil contre l'hépatite C. Et donc nous avons développé, je dirais d'abord une expertise, mais aussi une banque, un portefeuille de médicaments contre les virus. Et dans ces molécules, nous avions un antiviral, on va dire, à large spectre, c'est-à-dire qui agit sur un grand nombre de virus, Oui. dont Ebola, dont les coronavirus. On le savait déjà avant l'identification du SARS-CoV-2, et donc quand il a été identifié, on a testé tout de suite l'efficacité du remdesivir sur le SARS-CoV-2. Il y a une efficacité in vitro, comme on dit, mais il y a plein de molécules qui ont une En efficacité laboratoire, in vitro. hors de l'homme, oui. Absolument. La question, c'est est-ce que ça marche en vrai? Alors, comme on s'était préparé, je dirais, à travailler sur les maladies émergentes, on avait d'abord du produit, tout bêtement, disponible. C'est-à-dire, on avait 50 000 flacons disponibles. Et puis, on avait déjà des données de tolérance chez l'homme. Donc, on a pu tout de suite aller vers la dernière phase de développement des médicaments, qui s'appelle la phase 3, et lancer un grand nombre de phases 3 en Chine, en Europe, aux États-Unis. On s'est fixé 3 objectifs. Le premier, c'est de savoir si ça marche, tout simplement. Est-ce que le rapport bénéfice-risque, comme on dit, est positif? Le deuxième, c'est de produire. C'est bien de savoir si on a un médicament, mais s'il faut attendre les résultats pour commencer à produire, on n'aurait toujours pas de flacon aujourd'hui disponible. Donc on lance tout de suite une production à risque sans savoir si le médicament va être efficace. On va pouvoir arriver, je vous parlais de 50 000 flacons, là on va être sur plus de 2 millions, 2,5 millions de traitements, sachant qu'il faut à peu près 6 flacons par Dans le monde traitement. entier ou... Dans le monde entier, Oui. absolument. Et il n'y a pas de problème d'accès aujourd'hui en France, pour être bien clair. Et le troisième, justement, c'est de donner accès. Donc, c'est vrai pour l'ensemble des pays européens aujourd'hui. Donc, ça a été un engagement, je dirais, une course contre la montre exceptionnelle. Je pense aux collaborateurs de Gilead, mais je pense aussi au monde public, aux médecins hospitaliers qui font les études. C'est eux qui font les études auprès des malades. Donc, il y a eu un engagement exceptionnel contre cette chose totalement inattendue qui était la pandémie Covid-19. Alors justement, parlons des études, parce que je pense que
Bon, les médicaments, ils ont 3 phases avant d'avoir une autorisation de mise sur le marché. La première, c'est juste de vérifier la toxicité. Vous m'interrompez Non, si je je vous dis en une prie. bêtise, hein. La deuxième, on commence à valider l'efficacité. Et la troisième est une étude plus importante sur un nombre plus important de patients. À partir de ces résultats-là, le médicament est soumis à un certain nombre d'examens, reçoit une autorisation de mise sur le marché et il arrive. Ce sont normalement des phases incontournables. Alors là, vous dites que votre produit il était déjà en phase 3, mais pour les autres médicaments, il y a une querelle énorme, et on ne citera pas plus que ça, mais de dire, est-ce que vous avez testé votre médicament contre placebo? Est-ce que l'étude contre placebo est la condition sine qua non? Est-ce qu'on vous a obligé, les uns les autres, hein, Monsieur Rennes, c'est pareil pour d'autres traitements, à zapper cette période-là parce qu'il fallait aller très très vite? Comment ça s'est passé? Alors, Allez-y. moi, je peux traduire enfin, à travers mon expérience, puisque en fait, moi, j'ai été impliqué à la fois dans des essais industriels, générés par l'industrie qui souhaitait une évaluation de la molécule. J'ai été aussi impliqué dans des essais européens, Discovery entre autres. Et puis après, j'ai moi-même monté un protocole. Donc, j'ai bien vu tout le cheminement. Pourquoi monter un protocole? Parce qu'il y avait un problème spécifique sur la région d'une communauté qui était atteinte, qui n'entendait pas du tout d'avoir aucun traitement et un placebo. Et donc, il fallait monter une étude pour à la fois être utile à la population touchée, mais aussi amener une connaissance supplémentaire, donc un bénéfice potentiel. Et donc, ça a pu se faire. Ça a pu se faire par la mobilisation à la fois des directions de la recherche concernant le CHU. Ça a été aussi une implication au niveau réglementaire, puisqu'on a obtenu, ça aussi on l'oublie un peu, il y a une nécessité réglementaire de passer devant un comité de protection de personnes, devant l'Agence nationale de sécurité du médicament. Donc tout ça, et avoir un financement. Donc tout ça a pu se faire très vite dans des circonstances très très particulières, et avec une nécessité de bien choisir, parce qu'on ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper sur le nombre de personnes qui doivent être impliquées dans un essai pour avoir un résultat valide. Et en même temps, on est dans un contexte organisationnel très particulier, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aussi c'est une maladie contagieuse. Donc autrement dit, la gestion par rapport au contact des personnes atteintes, le suivi, le monitorage par les aides de recherche clinique, etc., c'est compliqué. Donc on est dans toute une révolution de gestion où on a raccourci de façon énorme les délais habituels, et on est arrivé quand même à monter ce type d'essai et à les conduire. Alors c'est sûr qu'il y a beaucoup de critiques potentielles, toujours a posteriori on peut toujours dire, hein, mais si vous voulez, je pense qu'il y a nécessité d'avoir des petits essais numériquement pour avoir un élément de preuve de concept en fonction des données de laboratoire, parce qu'effectivement, ce qui est perturbant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah oui, mais il y a un tas de molécules qui sont efficaces potentiellement. » Oui, mais la déception, par exemple, pour l'hydroxychloroquine, c'est qu'il y avait un rationnel pour utiliser cette molécule au départ. C'est-à-dire qu'on avait des données in vitro de laboratoire, on avait utilisé cette molécule dans d'autres pathologies, dont on connaissait le peu de toxicité, et on savait qu'il y avait différents points du cycle viral qui pouvaient être atteints à travers cette molécule. Donc logiquement, il y avait un espoir dans cette molécule. Et malheureusement, effectivement, les essais qui ont été menés, dans certains cas avec un nombre très important de patients, avec des rigueurs méthodologiques, n'ont pas confirmé le bénéfice de cette molécule. Voilà, donc c'est pour dire là aussi qu'on ne peut pas échapper à une évaluation. Et là, maintenant, on est dans une position très, très particulière, parce qu'on a maintenant quand même des produits qui sont supposés efficaces. Et donc, il faut les inclure, c'est-à-dire qu'on va aboutir à des essais avec des associations. C'est-à-dire qu'on va aboutir à des essais où le remdesivir sera dans l'élément de fond, si vous voulez, comme le standard of care. Et là-dessus, on évalue d'autres molécules. Pareillement pour la corticothérapie, dans la mesure où on a démontré qu'il y a une efficacité, c'est très difficile sur des personnes qui sont en situation difficile de ne pas envisager qu'ils aient un placebo. Ça veut dire que le placebo n'est pas éthique en période de crise?
Dans certains cas, le placebo n'est plus éthique, c'est-à-dire qu'il faut donner les chances donc aux personnes qui sont atteintes en fonction des données disponibles. Donc on est obligé de réévaluer les choses. L'autre élément aussi, oui, excusez-moi, et dans les éléments aussi importants, c'est la notion que dans certains cas, il faut avoir des essais dits adaptatifs, c'est-à-dire que dans certains cas, quand on se rend compte qu'une des options où on randomise, c'est-à-dire qui seront choisies dans les options potentielles, ne marche pas, à ce moment-là, il faut être en possibilité de l'arrêter, de poursuivre avec les molécules qui sont encore en évaluation et voir en introduire d'autres qui seraient intéressantes. Donc, vous voyez, c'est un processus assez complexe où donc il y a une nécessité de coordination qui n'est pas très simple en fait en pratique à gérer. Mais Michel Joly, quand on reproche à un médicament de ne pas avoir passé avec succès le test contre placebo, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, il y a eu un grand débat sur l'opposition entre l'expérience et les essais cliniques randomisés. On avait plein de mots qu'on a appris dans le grand public, randomisé, multicentrique versus placebo, etc. Je pense qu'il ne faut pas opposer les deux. C'est ce que disait le professeur Rennes tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des essais, même des résultats personnels. L'histoire de l'antibiothérapie, elle commence avec Sir Fleming, qui éternue sur sa gélose avec ses bactéries et qui découvre que finalement son pénicillium qu'il a peut-être dans le nez, et il n'avait pas de masque effectivement, permet d'arrêter la croissance des bactéries. On découvre la pénicilline et on sauve des millions de gens. Mais encore faut-il le démontrer, c'est-à-dire il ne suffit pas de faire juste l'expérience, il ne suffit pas d'avoir l'idée, il faut ensuite le démontrer dans des études bien conduites. Donc les deux ne sont pas antagonistes, il faut absolument les deux. J'ai entendu souvent dire c'est des études de mauvaise qualité sur telle ou telle étude. Et alors, j'allais dire, c'est pas grave, ça nous permet d'aller valider un concept dans des études bien conduites. Est-ce qu'il faut des études versus placebo ? Absolument, absolument, parce que vous avez forcément l'effet du grand professeur hospitalier avec sa blouse blanche, ça s'appelle d'ailleurs l'effet blouse blanche, oui. Qui va vous dire vous allez guérir, et effectivement vous avez plus de chances de guérir. Donc on essaye d'avoir le plus de méthodologie statistique de haut niveau. De toute façon, c'est ce qu'on nous demande au niveau des autorités pour enregistrer un médicament, pour être sûr qu'ensuite le médicament que vous administrez, bien sûr il est efficace, mais il a aussi la bonne tolérance. Vous avez peut-être vu le débat sur les vaccins tout à l'heure, c'est la même chose. Évidemment, on a besoin de connaître le niveau de tolérance pour les patients, c'est absolument indispensable. Je vais arrêter là, mais revenons un tout petit peu en arrière. C'est l'histoire du VIH, Jacques Rennes la connaît bien. Finalement, avant qu'on arrive à des traitements efficaces, ça a pris quand même du temps pour transformer une maladie qui était une sentence de mort en une maladie chronique aujourd'hui. Il a fallu passer par des essais cliniques randomisés, bien faits, multicentriques versus placebo. Et entre-temps, il y a eu un petit peu, on va dire, des essais, pour ne pas dire parfois tout et n'importe quoi. Oui. Alors, dans les essais aujourd'hui... pour avancer aussi sur l'évaluation des médicaments, ce qui est très important aussi, ce sont les biomarqueurs, c'est-à-dire qu'on a des éléments intermédiaires au-delà du résultat du décès ou de l'amélioration clinique. On peut avoir des indicateurs d'efficacité. Et donc ça, c'est important aussi pour se dire est-ce qu'on est dans la bonne voie ou pas. Et ça, c'est l'étape initiale avant la phase 3, c'est-à-dire avoir des arguments pour se dire on peut se lancer sur plusieurs centaines de personnes qui vont être impliquées dans une étude. Moi, j'ai le sentiment, ça fait quand même quelque temps que je fais ce métier-là, qu'il n'y a jamais eu autant de querelles, de polémiques, de prises de position extrêmement violentes des uns des autres sur des traitements d'une nouvelle maladie. Peut-être j'ai tort, mais je crois quand même que c'est assez exceptionnel. Ma question, Michel Joly, votre laboratoire est américain. Le président Trump voulait un traitement coûte que coûte avant son élection. Est-ce que les politiques et les people ou les grands patrons ont eu un rôle dans l'avènement d'un ou d'autres médicaments? Est-ce que ça a bloqué certains médicaments qui auraient dû aller plus loin? Comment on peut expliquer tout ce qui s'est passé et en tirer des conclusions logiques et rationnelles? Je ne commenterai pas les cas individuels de M. X ou M. Y. Bien sûr. Je vous souhaite bon rétablissement par ailleurs. Non, c'est sûr qu'on a vécu quelque chose de tout à fait unique, très violent, faut le dire, agressif, menaçant pour certains. Ça a été très douloureux. Je pense que
On a aussi, nous, une part de responsabilité, et je dis nous en tant que laboratoire pharmaceutique, où on n'a pas expliqué en fait finalement pourquoi on devait aussi travailler avec les médecins, expliquer cette notion de lien d'intérêt ou de relation normale de travail. Ça me semble tout à fait indispensable. C'est quoi les liens d'intérêt? Expliquez-nous. Très simplement, pourquoi on travaille avec les médecins? C'est ça la question. Parce qu'on ne développe pas des médicaments tout seul dans son coin et un jour on l'amène à la Commission européenne pour savoir si on peut le mettre à disposition des médecins et des patients. On doit faire des essais cliniques, on en parlait tout à l'heure. Ce sont les médecins qui sont en contact avec les patients. On n'est jamais en contact, nous, avec les patients. Donc on fait les essais cliniques avec les médecins, bien entendu, que ce soit des essais cliniques, je dirais, où nous sommes les sponsors, comme on dit, de l'essai, ou que ce soit des essais académiques d'ailleurs, par ailleurs, où on va fournir du produit. Donc, bien entendu, on a une relation de travail qui est une relation tout à fait normale. Alors, on appelle ça des liens d'intérêt. Et puis, on a aussi tous ces échanges scientifiques. Je vous donne un exemple. Effectivement, quand la première vague est arrivée, on a à peu près eu 30 000 décès. C'est absolument terrible, bien entendu. Mais la focalisation, c'était essentiellement sur la mortalité. On fait des réunions avec des médecins qui nous disent, des réanimateurs par exemple, qui nous disent, vous savez, moi, ce que j'attends, ce que disait tout à l'heure un peu Jacques Rennes, c'est que dans la phase inflammatoire, finalement, c'est pas là que j'attends l'efficacité surtout d'un antiviral. Ce que j'attends, c'est que vous me démontriez qu'avec un antiviral, vous pouvez éviter que le patient il arrive en réanimation ou sous ventilation. Alors, effectivement, d'un seul coup, on se dit, bon, on va retourner à nos données, on va regarder si on peut trouver quelque chose. Donc, cet échange scientifique, il est permanent avec les médecins, parce qu'il n'y a que eux qui sont au contact des patients et qui peuvent nous aider à développer la meilleure solution sur les médicaments. Donc, ça s'appelle des liens d'intérêt. C'est indispensable. C'est indispensable. On peut pas, s'il n'y a pas de travail en commun avec la communauté médicale, il n'y a pas de médicaments. C'est tout à fait légitime au sens où c'est encadré par la loi, et la loi française est une des probablement les plus dures du monde. Et en plus, c'est transparent, c'est-à-dire toute relation de travail avec un médecin à partir de 10 € est publique sur Internet, ce qui permet d'ailleurs à certains de faire des liens divers. Mais voilà, c'est indispensable, c'est légitime et c'est transparent. Mais on a eu probablement contre nous le fait de ne pas l'avoir expliqué. Oui. Professeur Rennes, vous travaillez avec différents laboratoires, vous avez testé un grand nombre de molécules. Est-ce que vous avez ressenti des pressions à un moment? Vous sentez libre en tant que chef de service? Alors là, moi, premièrement, je dis toujours, je travaille avec tout le monde, hein, donc j'ai pas de. C'est déjà un premier élément. Et la deuxième chose, c'est que je me sens vraiment libre dans ma tête et indépendant. Et comme le disait M. Joly, c'est important qu'il y ait cet élément d'échange, parce que, si vous voulez, il y a des problématiques, et on le voit très bien. Pour mener des bons essais, il faut poser les bonnes questions sur les bonnes situations qu'il faut évaluer et où la molécule à évaluer aura le plus de chances d'avoir une efficacité. Ce qui veut dire, en particulier, il y a donc des résultats qui tombent là actuellement, qui montrent bien que grâce à l'importance du nombre de personnes qui ont pu être intégrées dans ces essais, on peut faire des analyses stratifiées qui permettent de voir des différences dans des populations différentes. Autrement dit, un médicament qui ne marche pas, mettons à un stade tardif, peut être très utile en phase précoce et inversement. Et donc, il faut être très attentif à ce choix des critères d'inclusion, d'exclusion. Les critères d'évaluation aussi sont très importants. On a imaginé très vite, en fait, des nouveaux critères d'évaluation en termes d'amélioration clinique, en termes de durée d'hospitalisation, avec un certain nombre de choses, pour qu'il y ait une comparaison honnête. Ce n'est pas l'intérêt de la firme d'avancer pour à tout prix démontrer un peu quelque chose. Il faut vraiment qu'il y ait un effet. Les cliniciens sont très attentifs pour essayer d'apporter quelque chose aux patients qui prennent en charge. Moi, pour revenir toujours au problème du VIH, actuellement, je suis des personnes qui vivent avec le VIH depuis plusieurs décennies et qui sont encore en vie parce qu'à un moment donné, elles ont pu bénéficier d'un essai thérapeutique de phase précoce qu'on a pu obtenir. Et donc ça, c'est notre rôle de faire avancer. Et là, c'est pareil, sur des situations graves, il faut avoir des possibilités thérapeutiques. Et actuellement, on s'achemine quand même vers un cocktail médicamenteux, si on peut employer ce terme-là, qui agit sur
sur toutes les cibles. Vous avez un espoir qu'on puisse traiter de mieux en mieux les patients à quel terme? Vous pensez, on progresse vraiment tous les jours actuellement? Il faudra encore combien de temps pour que cette maladie devienne une maladie banale, si on peut le dire comme ça? Enfin, très honnêtement, c'est toujours très difficile de prévoir. Mais on n'a pas de boule de cristal, c'est oui, sûr. non, mais vu ce qui est en train de se dérouler en termes d'évaluation, il est vraisemblable que c'est en fait sur cette deuxième période, qu'à la fin de cette deuxième période, qu'on aura un peu plus de visibilité et de certitude. Donc, malheureusement, avant la fin du printemps, on n'aura vraisemblablement pas de révolution complète. Mais par contre, on aura vraisemblablement une approche sur une éventuelle poursuite, parce qu'on va tomber vraisemblablement sur un élément de saisonnalité, hein. Et donc, il y aura la problématique de la vaccination. Vers quelles personnes on doit s'orienter pour la vaccination? Est-ce qu'il y aura une réponse correcte? Est-ce qu'il y aura une évolution? Moi, à mon sens, on ne fera pas l'économie d'avoir des molécules efficaces en plus du vaccin. Il ne faut pas avancer le vaccin comme la solution. Pas opposé, oui. La solution, ça va être des éléments très vraisemblablement complémentaires. Il y a toute la problématique aussi de la prévention pour des personnes à très haut risque, en cas d'exposition, contact, des personnes qui auraient un risque de faire une maladie grave. Auquel on pourrait donner un traitement préventif. Oui, tout à fait. Ça serait bien, ça. Oui. Oui. Donc c'est ça, si vous voulez. Simplement, c'est évident qu'on ne pourra pas l'appliquer à toute la population. Il faut que ce traitement soit facile, soit pas trop coûteux, soit pas toxique. Donc vous voyez, il y a beaucoup un cahier des charges qui est relativement complexe. Donc je pense que c'est quand même assez encourageant. Moi, ce que je vois le côté enfin assez optimiste et positif, c'est qu'il y a eu un engagement très très fort, tant de la communauté scientifique que de la communauté médicale, que des industriels, que des autorités sanitaires aussi, hein, pour accompagner des essais, pour essayer d'avancer. Alors il y a toujours des éléments de rivalité ou de désorganisation, c'est un peu la nature humaine aussi, hein. Mais je crois que c'est quand même ce qu'on vit là est quand même très, très fort et très contributif en termes de connaissances. Alors, je voudrais qu'on termine par la partie sur les tests salivaires, parce que vous les expérimentez actuellement. C'est un grand sujet, mais avant, Michel Joly, qu'est-ce que cette crise vous a appris? Qu'est-ce que vous avez raté? Qu'est-ce que vous pourriez faire mieux la prochaine fois? Elle m'a d'abord démontré la mobilisation de l'entreprise absolument exceptionnelle. Sincèrement, en plus, dans une phase où tout le monde était un peu confiné, c'était pas simple. Voilà, j'ai le plaisir de travailler dans une société qui effectivement a apporté des solutions à des patients dans le domaine du VIH, et on est très heureux de le faire. Et c'est extraordinaire de travailler dans ces conditions. On a accompagné, on va le dire comme ça, la révolution aussi des médicaments de l'hépatite C. On n'a pas le temps d'en parler, mais il faut se rendre compte de comment ça a transformé la vie des patients. On se lance aussi dans le domaine de la cancérologie. On en avait parlé l'année dernière, oui, avec potentiellement des thérapies géniques cellulaires qui peuvent amener des gens qui sont malheureusement sans perspective à une guérison potentielle. Donc c'est révolutionnaire. Et maintenant, se dire qu'en quelques mois, on peut apporter une première réponse. Hein. Bien sûr, elle n'est pas définitive, mais en tout cas une première réponse validée contre le Covid, qui ça d'ailleurs, suivi de plein d'autres choses. On a plus de 30 essais cliniques en cours encore sur cette molécule. On a d'autres développements en cours. On a des développements d'associations aussi avec plein d'autres laboratoires pharmaceutiques. Hein. Donc on collabore vraiment fortement aussi entre nous, j'allais dire, dans l'industrie. Donc ça a été, c'est une source de fierté. Voilà. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux? En trouver d'autres. Qu'est-ce que je vous disais? On va y travailler. On attend un vrai traitement qui guérisse quand même. Oui. Enfin, vous avez quand même 99,5% des gens qui guérissent du Covid. Sans vous? Non. On espère leur permettre d'aller plus vite et mieux, plus rapidement et de guérir plus vite. C'est ça l'objectif. Oui, c'est déjà un joli message. N'oublions pas déjà qu'on guérit aussi pour la majorité des gens du Covid. Absolument. Moi, je voudrais qu'on parle pendant quelques minutes des tests salivaires. Quand est-ce qu'on aura les tests salivaires pour tout le monde, Monsieur Rennes? Oui, alors. Et puis après, on prendra les questions. On dépend un petit peu des autorités sanitaires. Hein. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, pour faire un petit peu l'historique,
Bon, ce qui a été développé initialement pour repérer la présence du virus a été essentiellement des tests nasopharyngés, donc un prélèvement nasal avec une technique de PCR. Donc, cette technique est très sensible, très spécifique. Simplement, c'est d'une part un peu gênant en termes de réalisation et d'autre part, ça prend du temps. Et c'est relativement coûteux. Et donc là, maintenant, on est dans une recherche de simplification. Et donc, la salive a été l'objet de discussions, et plus en France, malheureusement, que dans d'autres pays. Donc, ce qui est assez désagréable. Mais toujours est-il qu'on s'est engagé donc, au niveau du CHU avec donc, un laboratoire du CNRS de Montpellier qui a imaginé effectivement un test qui est basé sur une technique de PCR un petit peu particulière, qui a l'avantage de pouvoir être réalisé en 40 minutes. Et donc, on a évalué au niveau du CHU, donc, sur des prélèvements donc, à la fois nasopharyngés pour faire les tests classiques, mais aussi salivaires. Et au niveau salivaire, on a fait la PCR classique et cette PCR LAMP pour comparer ces résultats. Le risque, c'est quoi? C'est les faux positifs ou c'est les faux négatifs? Non, alors, les faux positifs sont très rares, c'est-à-dire que la spécificité est très bonne. Donc, la seule question majeure, c'est la sensibilité. On voit qu'il y a d'autres tests maintenant qui reposent non pas sur la détection du virus, l'ARN, mais de protéines. Et à ce moment-là, ces tests dits antigéniques sont rapides, se font quand même en nasopharyngie actuellement pour des problèmes justement de sensibilité. Et donc, il y a toute une discussion un peu entre l'individuel et le collectif. C'est-à-dire qu'effectivement, si on fait du dépistage collectif très simple, on arrivera à repérer 2/3 ou 3/4, mais pas tout le monde. Et donc l'objectif avec ce test que nous avons évalué, c'est d'avoir à la fois la simplicité, mais aussi l'efficacité de récupérer, entre guillemets, pratiquement toutes les personnes infectées de façon active. Et donc les résultats intermédiaires, en particulier les résultats du DRIVE sur 220 personnes prélevées, montrent qu'on repère 87,5% des personnes infectées. C'est un bon chiffre ou c'est très insuffisant? C'est un bon chiffre. Si vous voulez, on considère habituellement qu'au-delà de 80%, on a un test qui est très bon. Voilà. Alors, qu'est-ce qui bloque maintenant? Eh bien, ce qui bloque, c'est qu'il faut que réglementairement, l'HAS donne un avis et que par ailleurs, il y ait un remboursement et qu'il y ait une décision politique de dire on diffuse ce test. Trop de réglementation en France, c'est bien la première fois. Je ne fais pas de... Non, je ne vous demande pas. Peut-être qu'on peut prendre quelques questions, Hélène? Absolument, Anne. Alors, qui pose la question? Parce que ce débat a une nouvelle fois été très riche. Oui, nous avons une question, monsieur, s'il vous plaît. La perche arrive jusqu'à vous. Oui, bonjour et merci pour vos interventions d'excellente qualité. J'avais une question à propos de l'azithromycine. Est-ce que finalement son effet antiviral était validé ou pas? Alors, effectivement, l'azithromycine a été essentiellement associée à l'hydroxychloroquine et c'était assez logique parce qu'il y avait un mécanisme d'action assez similaire et a même été évalué de façon isolée. Alors, on sait que cet antibiotique est utilisé dans certaines infections respiratoires, donc ça peut avoir un bénéfice, en plus il y a une surinfection. Malheureusement, les essais suffisamment puissants en termes de nombre de personnes intégrées donc, dans ces essais a montré que le fait de rajouter de l'azithromycine ne permettait pas d'avoir un effet supérieur. Et l'essai que j'avais monté, si vous voulez, justement, évaluer hydroxychloroquine plus azithromycine versus hydroxychloroquine seule. Vous voyez ? Et donc, l'idée, c'était ça un petit peu, c'est de savoir si l'azithro permettait d'avoir une synergie qui permettait d'avoir un plus en termes d'efficacité. Donc, malheureusement, dans l'état actuel des choses, sauf situation particulière de prescription, on ne peut pas recommander cette molécule. Oui, merci. Oui, nous avons une question, monsieur. J'ai entendu parler, si ce n'est pas une fake news, d'un essai avec ivermectine et azithromycine. C'était juste pour savoir où ça en était.
Alors, initialement, j'ai été impliqué. Donc, effectivement, l'ivermectine a documenté, donc, là aussi en laboratoire, une efficacité sur le virus. Et là, en l'occurrence, c'est une société donc, de la région qui développe un mode d'administration particulier qui permet d'avoir un effet retard et donc de n'avoir qu'une administration et donc qui potentiellement est intéressant en particulier en termes de prévention. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si vous voulez, sous réserve d'une administration, mettons, trimestrielle ou mensuelle, on peut avoir une protection sur une période épidémique. Et donc, il y a un essai, à ma connaissance, en cours. Alors, ce que je ne savais pas, c'était savoir s'il y avait de l'azitro ou pas. Voilà. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a effectivement une évaluation sur... il y a au moins un essai. Alors, là aussi, ce qui est intéressant, c'est que pour les curieux, vous avez un site qui s'appelle Clinical Trials, qui est américain, hein, et qui recense tous les essais, c'est-à-dire que pratiquement aucun essai de sérieux ne se dispense d'avoir cette inscription. Et je peux vous dire que tous les chercheurs thérapeutes l'inscrivent. Pourquoi? Pour une toute bonne simple raison que vous ne pourrez pas publier si vous n'avez pas non seulement les éléments d'autorisation sanitaire de le faire, mais aussi d'avoir une inscription. Donc, et il y a un renouvellement. Donc avec peu de clics, vous arrivez assez rapidement à savoir sur une molécule donnée combien il y a d'essais, où ils en sont exactement en termes d'étapes, s'ils sont au début, s'ils sont au milieu, s'ils ont clôturé, mais il n'y a pas encore les résultats. Voilà. Donc il y a une certaine, il faut dire, il y a vraiment une transparence à ce niveau-là. Oui, monsieur, s'il oui. vous plaît. Oui, ça ne va pas être facile d'y accéder. Si, ça va. Tout va bien. On vous écoute, monsieur. Oui, bonjour. Juste en termes de prévention, pour toute personne en bonne santé, que pensez-vous de l'utilisation de certaines huiles essentielles? Merci pour votre réponse. Alors, bon, tout est possible, hein, mais le problème, souvent, c'est quand même aussi un problème, même s'il y a une inefficacité potentielle, c'est le problème du niveau d'exposition. C'est-à-dire qu'il y a des concentrations nécessaires qui sont peut-être difficilement à la fois atteignables et qu'on peut faire perdurer, si vous voulez, dans le temps en termes de protection si on fait de la prévention. Il y a un élément sur la prévention qui n'a pas été trop évoqué, je pense que c'est très important, et je le cite souvent parce que c'est une étude suisse, je le dis toujours, menée par des médecins militaires. Alors donc, des médecins militaires en Suisse. Alors, a priori, c'est assez sérieux. Sérieux, là. Ça, oui. Hein. Et donc, ils ont eu à gérer le problème de l'épidémie dans 3 casernes. Il y en avait 2 qui ont été casernes qui ont été rapidement touchées avec une dissémination du virus assez rapide. Et une autre qui n'avait pas été touchée. Et à un temps donné, un jour donné, ils ont décidé, évidemment, compte tenu des précautions à prendre, de prendre des mesures, à la fois qu'on a maintenant, hein, de masques, de distance, etc. Et ils ont regardé l'évolution des choses. Ben, ce qui est très intéressant, c'est que, premièrement, ils ont documenté que le fait de prendre ces mesures a diminué par 4 la survenue de nouvelles infections. Donc, autrement dit, il y a une efficacité et qui n'est pas quand même complète. Et la deuxième chose qui est très intéressante, c'est que dans la caserne qui n'était pas touchée et qui a pris ces précautions, il y a quand même eu des cas, mais tous ces cas ont été asymptomatiques, ce qui était quand même très perturbant. Et alors, une des explications potentielles, qui a été reprise après par des éditoriaux américains, mais sans apporter des données chiffrées, c'est l'idée suivante. C'est-à-dire que, vraisemblablement, et c'est peut-être aussi un élément important, c'est qu'il y a une diversité de contrôles et de réponses selon les individus. On voit bien que ce sont les sujets âgés, les personnes fragiles qui sont atteintes. Pourquoi? Il y a vraisemblablement un élément de réponse immunitaire, donc parfois génétiquement déterminé, mais pas toujours. Et donc, si vous voulez, si vous avez une agression minime, votre organisme est certainement capable de le contrôler ou de faire une forme bénigne. Si vous avez une agression violente, quelqu'un vous touche dessus sans masque et que vous n'avez pas de masque, vous allez avoir, si vous voulez, ce qu'on appelle un inoculum, c'est-à-dire une forte charge virale auquel vous allez être exposé, et votre organisme ne va pas être capable de réagir de façon adaptée
et on enclenche un processus. Voyez. Donc l'idée des précautions qu'on prend actuellement, ce n'est pas simplement l'idée de ne pas avoir d'infection, mais aussi de ne pas avoir de forme grave. Et ça va dans ce sens, si vous voulez, c'est qu'on est quand même frappé, nous, par voir le nombre de personnes actuellement qui sont positives et le nombre d'hospitalisés et de patients en réanimation. On n'est plus dans les mêmes proportions que dans la première vague, tout début de la première vague. Alors vous allez me dire, oui, mais on ne testait pas autant, c'est vrai. Mais on a vraiment ce sentiment, si vous voulez, que vraisemblablement, avec les masques et la distanciation, on change l'histoire naturelle, si vous voulez. Donc on réduit la part des formes graves, donc vraisemblablement. Donc c'est utile. Pour reprendre la question de monsieur, est-ce qu'on ne peut pas penser aussi que les personnes qui utilisent des huiles essentielles, qui font attention à leur alimentation, ont une hygiène de vie globalement meilleure, sont plus dans la prévention au quotidien? Là, voilà, donc il y a cet voyez, aspect-là aussi. Ça c'est l'effet indirect en fait. Le fait de prendre telle précaution traduit aussi d'autres précautions et d'autres attentions. On a bien vu que les personnes qui sont carencées en vitamine D ou qui sont carencées en zinc font des formes plus graves. Et donc on va retomber dans une situation où les personnes qui sont précautionneuses de leur alimentation, d'éléments extérieurs, vont avoir des éléments positifs quant au contrôle de cette infection. Vous voyez. Donc ça c'est intéressant, ce n'est pas nécessairement telle situation, mais c'est plus un élément global. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, là, madame. Enfin, je ne vois pas où est le micro. Oui. Pardon. Voilà, ça marche. Oui, s'il vous plaît. Quid des immunosuppresseurs, parce que j'ai lu qu'à Saint-Antoine, on a, je crois, 44% de diminution de la sévérité avec le... Pardon pour ma prononciation, tocilizumab, je crois. Oui. Et puis j'ai une question à propos de ce que vous venez de dire, c'est très très intéressant. Est-ce que c'est documenté comment l'impact de la vitamine D et du zinc? Tout simplement parce qu'on a dosé, si vous voulez, dans les personnes hospitalisées, toutes les personnes ont été dosées, mettons dans un site donné, ont été dosées en vitamine D et en zinc pour savoir ce qu'elles avaient comme taux de 25-hydroxyvitamine D et de zinc. Et on s'est aperçu que les personnes qui ont fait des formes graves avaient des déficits, alors que celles qui n'en faisaient pas n'avaient pas de déficit. Voyez. Et alors, oui, juste pour répondre sur votre élément d'immunosuppression, évidemment, dans cette réponse anti-inflammatoire, effectivement, il y a les immunosuppresseurs. Et donc, c'est important, et effectivement, il faut bien cibler, parce qu'aussi, il y a la durée d'effet, parce qu'après, on peut avoir les inconvénients de ces immunosuppresseurs, donc ce n'est pas tout à fait anodin. Et jusqu'à maintenant, on n'avait pas trop parlé, mais ça me permettra peut-être de conclure là-dessus, c'est aussi l'apport des anticorps monoclonaux, des anticorps neutralisants. Puisque vous savez qu'il y a un malade célèbre qui en a eu. Ah oui. Et donc, si vous voulez, en l'occurrence, c'est tout à fait logique. Mais là aussi, c'est un problème de cibler la population qui en pourrait en bénéficier. Et c'est particulièrement vrai pour les personnes immunodéprimées qui font des formes prolongées et graves. Et nous, on a eu le cas donc avec du sérum de convalescent. Et la personne s'en est sortie, on peut présumer qu'elle s'en est sortie parce qu'il y a eu cette mesure qu'on a prise, si vous voulez, parce qu'elle n'arrivait pas, on le voyait très bien au niveau de la quantité de virus qui ne diminuait pas. Et à partir du moment où il y a eu cet apport, si vous voulez, il y a eu cette extinction de la maladie virale. Donc vous voyez, il faut savoir manier, si vous voulez, les choses, tant en termes thérapeutiques qu'aussi sur les populations qui sont fragiles. Et c'est un apprentissage quotidien pour vous, toujours des découvertes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous applaudit une nouvelle fois. C'était une session particulièrement importante, une mise au point particulièrement bienvenue. Et donc, n'oubliez pas, encore une fois, la très belle exposition sur les 800 ans de la faculté de médecine. Et on se retrouve dans quelques minutes donc pour le dernier débat déjà, et donc qui va porter sur la question « Y a-t-il une vie hors de l'hôpital ?» Donc, je vous dis à tout de suite. Merci beaucoup.